Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décrypter l'Afrique, le panel, votre rendez-vous hebdomadaire de débat sur l'actualité africaine. Une émission coproduite avec le média Evox Africa qui la diffuse tous les dimanches à 16h GMT, soit 17h heure de Paris. Alors, c'est un double coup de semonce et il est quelque peu inattendu. Dans la soirée du jeudi 28 novembre 2024, deux exécutifs africains, le Sénégal et le Tchad, ont annoncé qu'ils avaient l'intention de mettre fin aux formes de présence militaire française qui avaient cours depuis les indépendances. Tout a commencé par un entretien accordé par Bassirou Diomaye Faye, le président sénégalais, à l'agence France Presse et à France 2. Interrogé sur l'avenir des troupes hexagonales au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye a répondu très clairement. Est-ce qu'en tant que Français, vous envisagez de nous voir dans votre pays avec des chars ou avec des véhicules militaires, des militaires sénégalais avec les tenues sénégalaises, comme ça parce que sur le plan historique, la France a esclavagisé, a colonisé et est restée. Évidemment, je pense que quand vous inversez un peu les rôles, vous concevrez très mal qu'une autre armée, la Chine, la Russie, le Sénégal ou n'importe quel autre pays puisse avoir une base militaire en France. Le président sénégalais a ajouté qu'il n'y a pas encore de délai de rigueur pour un éventuel départ des troupes françaises et qu'en tout état de cause, les autorités politiques en auraient dans ce cas la primeur. Juste après le journal de France 2, et sans qu'on sache s'il est pertinent d'établir un lien entre ces deux situations, un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères tchadien annonce la décision de N'Djamena de mettre fin aux accords de coopération militaire avec Paris. Le gouvernement de la République du Tchad informe l'opinion nationale et internationale de sa décision de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec la République française, révisé en date du 5 septembre 2019. Cette décision, prise après une analyse approfondie, marque un tournant historique. En effet, après 66 ans de la proclamation de la République du Tchad, il est temps pour le Tchad d'assumer sa souveraineté pleine et entière et de redéfinir ses partenariats stratégiques selon ses priorités nationales. Le communiqué ajoute que cette décision ne remet en aucun cas en question les relations historiques et les liens d'amitié entre les deux nations, mais quelque chose s'est passé. C'est un coup de semonce pour Paris, Fabrice. Oui, le communiqué indique que cela ne remet pas en question et en cause les relations historiques, mais si, en fait, parce que on se souvient que ce soit dans le cas du Sénégal ou d'autres pays, des anciennes colonies francophones, des anciennes colonies de la France, les indépendances sont arrivées avec quasiment de manière concomitante avec ces accords de coopération. Dakar, notamment, avant même les indépendances, était une pièce maîtresse de l'AOF parce que c'était un point stratégique, que ce soit en termes maritimes ou aériens, pour la France de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Et aujourd'hui, remettre en question ces accords, même si la France, de son côté, a annoncé un remodelage de sa présence militaire en Afrique, remettre en question les accords de coopération et de défense, de la présence militaire sur le sol d'un de ces pays est un affront, d'une certaine façon, contre le fond, en fait, de la stratégie française qui, certes, prévoit une réduction, mais une réduction tout de même un peu en trompe-l'œil parce que l'idée finale est quand même de maintenir une influence stratégique de la France pour pouvoir militairement rester une nation qui compte sur le territoire, sur le continent africain. Alors, Macron dit remodelage à travers Jean-Marie Bockel, son envoyé spécial, et à N'Djamena et à Dakar, on dit en fait non, pas de remodelage, rupture. Bon, déjà, dans le cas du Sénégal, non, je crois qu'il n'y a rien de surprenant, puisque lorsque le Premier ministre Sonko recevait le président de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, en mai dernier, il avait déjà presque, je vais dire, tensé un peu ce fait-là qu'il y ait de la présence de bases militaires en Afrique, notamment au Sénégal, ce qui jouait sur la souveraineté. Bon, c'était en mode militant. Oui, mais en ce moment, on pourrait comprendre que
comme le Sénégal, Sonko et Diomaye Faye n'avaient pas encore totalement la même mise sur l'Assemblée nationale, cela pourrait poser problème. Mais aujourd'hui, ils ont carrément, à l'issue des élections législatives qu'il y a eu, ils sont carrément tout mitraillé. Donc finalement, ils ont cette caution populaire qui leur permet d'avancer dans leurs réformes, donc notamment à avoir toute leur souveraineté. Donc la question de la présence militaire se pose. Donc c'est pas surprenant. Si on regarde bien le verbatim sorti par Ousmane Sonko, c'est la même chose que plus ou moins Diomaye Faye a repris le 28 novembre dernier, dans son approche où il demande à ce que la France parte. Mais dans le cas d'Injamena, ça peut être un peu surprenant du moment où, depuis là, ce pays est accompagné par la diplomatie française et qu'il a aidé même sur certains points lorsqu'il y a eu l'attaque contre le pouvoir. La France, ses militaires basés déjà là-bas, ont pu aider Itno le père, tu veux dire. Le père a résisté. Bon. Aujourd'hui, on comprend difficilement que cela arrive, mais déjà parce que quand on regarde ce que Macron avait dit, c'est qu'on peut quitter, réduire l'effectif des militaires français dans certains pays, mais on ne doit pas totalement quitter le Tchad, puisque pour eux, c'est stratégique. En fait, la France voulait redimensionner sa présence, notamment pour des raisons économiques, et donner l'impression de tenir le bon bout. C'est là où l'humiliation intervient. Jean-Marie Bockel disait ainsi sur France 24 qu'au Gabon, au Tchad et en Côte d'Ivoire, aucun chef d'État n'avait demandé le départ de l'armée française. On regarde un extrait. Dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État ne vous ont demandé de fermer de base française. Il n'y aura pas de fermeture de base française, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires. Et plusieurs d'entre eux nous ont dit, on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront qui seront dans ce dispositif socle, il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Alors, l'envoyé spécial de Macron n'avait pas été reçu au Sénégal, où on attendait manifestement la tenue des législatives avant de se dévoiler, mais il n'a manifestement, en tout cas, pas compris l'état d'esprit de Mahamat Idriss Déby Itno au Tchad. Rémi, est-ce qu'on peut se dire qu'il y a quelque chose qui a été pas compris, en tout cas, il y a quelque chose qui... Est-ce qu'on ne peut pas voir un exécutif français finalement dépassé par le renouvellement générationnel en Afrique? Très clairement, l'exécutif français, et pas que l'exécutif d'ailleurs, une partie de sa diplomatie est dépassée par ce qui se passe aujourd'hui en Afrique dite francophone. Ça, c'est évident depuis plusieurs années, puisqu'ils n'ont pas vu venir la vague de contestation dans les pays du Sahel central. Et là, de toute évidence, l'annonce des autorités tchadiennes n'était pas attendue. On rappelle quand même que cette annonce a été faite donc hier soir, quelques heures après le passage du ministre des Affaires étrangères français, qui venait d'Éthiopie, qui a fait un passage par N'Djamena. Donc cette annonce a été faite juste après son départ. Et pour en avoir discuté récemment avec les autorités militaires françaises, c'était vraiment pas envisagé le fait de devoir quitter la base de N'Djamena, qui n'est pas n'importe quelle base, dans la stratégie, dans l'architecture militaire française sur le continent africain. Le Tchad a toujours représenté une base prépondérante, considérée comme indispensable par l'état-major des armées françaises. Donc cette annonce est vraiment très surprenante. Je pense qu'il est encore trop tôt pour comprendre quelles sont les raisons de ce choix fait par les autorités tchadiennes. On sait que depuis quelque temps, il y avait un peu de l'eau dans le gaz entre Mahamat Idriss Déby et Paris et Emmanuel Macron. Il avait écrit un livre en début d'année, il avait fait écrire, on ne sait pas trop, un livre en début d'année de candidature, avant l'élection présidentielle, dans laquelle il lançait quelques piques à Emmanuel Macron. Mais de là à ce qu'ils annoncent la fin de la coopération militaire, la fin de la coopération militaire, et a priori le départ des troupes françaises, là, c'était quelque chose d'assez inattendu. Contrairement au Sénégal, quelque chose que, voilà. Mais justement, de manière spécifique au Tchad, est-ce que une présence française
militaire française peut être envisagée avec un départ du Tchad. C'est le dispositif pivot en réalité. Est-ce que cette annonce du Tchad ne met pas finalement fin à l'aventure militaire française en Afrique? Bon, c'est difficile à dire d'abord parce qu'il y a deux volets dans la présence militaire française en Afrique. Il y a celui que tout le monde voit et dont tout le monde parle, ce sont les bases militaires, les emprises dans lesquelles l'armée française est maîtresse. Ça, c'est une chose. Mais il y a un autre volet qui est la coopération militaire et qui, lui, peut prendre plusieurs formes et qui est beaucoup plus discret et qui peut consister à l'envoi quand même d'un certain nombre de militaires, des forces spéciales, des agents de renseignement, de manière plus discrète. Et ça, a priori, c'est pas forcément remis en cause. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra voir dans le temps. Ce qui est certain, c'est que la base de N'Djamena était considérée comme le porte-avions de l'armée française sur le continent africain, de par sa position géographique, de par aussi le fait qu'il y a eu depuis plusieurs décennies une entente quasi idyllique. Alors évidemment, il y avait des périodes plus ou moins difficile, mais une entente quasi idyllique entre les autorités françaises, les militaires français et les autorités tchadiennes, ça c'est sûr que ça met très clairement, ça change les plans de l'armée française, ça c'est sûr. Et puis ce qui change les plans aussi, au-delà de l'aspect très concret de cette présence à N'Djamena, c'est le message qui est envoyé. Donc entre le Sénégal et le Tchad, qui réclame le départ de l'armée française, ou en tout cas qui semble le réclamer, l'armée française ne se retrouve plus qu'avec aujourd'hui 2 bases sur le continent africain, 3 bases si l'on compte Djibouti, mais Djibouti c'est à part, mais 2 bases, donc Abidjan et Libreville, où selon les plans a priori qui étaient envisagés par l'Élysée, il ne devait rester plus qu'une centaine d'hommes dans ces 2 bases. Donc là, très clairement, on se demande finalement, est-ce que ça va pas être le tour ensuite de ces 2 autres bases? Est-ce qu'il va rester une présence française en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale dans les prochaines années? Alors, Fabrice, le Tchad a annoncé aussi qu'il se retirait de la force mixte multilatérale de lutte contre Boko Haram, mais c'est une autre affaire. Le Tchad est manifestement mécontent de se battre tout seul face à Boko Haram, en tout cas se plaint d'une absence de coordination avec les autres pays. On peut penser au Cameroun, au Nigeria. Est-ce qu'on peut imaginer que Mahamat Idriss Déby Itno va se tourner vers Moscou? En tout cas, les autorités tchadiennes montrent clairement qu'elles ont à cœur de diversifier leurs partenaires, leur partenariat avec d'autres pays qui ne sont pas forcément ceux qui étaient les plus proches de N'Djamena ces dernières années. La menace de la rébellion au Tchad ne sera certainement plus, comme par le passé, uniquement géré par la France, étant donné cette décision. Je pense que l'idée, c'est aussi de montrer à Paris que N'Djamena peut se tourner vers d'autres amis, entre guillemets, mais des amis qui ne feront certainement pas plaisir à Paris, parce que la France voit d'un très mauvais œil le rapprochement justement entre Mahamat Idriss Déby et Vladimir Poutine, et ne saurait l'accepter. Donc, quelque part, il y a ce jeu entre les intérêts nationaux qui se télescopent et la situation aussi assez fragile, parce que même si politiquement il a réussi, Mahamat Idriss Déby à garder et à maintenir son pouvoir, à se maintenir au pouvoir depuis qu'il a remplacé son père, c'est toujours un pouvoir militaire fragile qui doit faire face toujours à une rébellion très forte, et aujourd'hui donc il est obligé de considérer d'autres horizons, sachant que politiquement on a toujours eu dans l'opinion, que ce soit tchadienne ou internationale, cette espèce de remise en question de sa légitimité, parce qu'il a été adoubé par Emmanuel Macron. Peut-être que c'est aussi une façon de s'affranchir de cette histoire et de montrer qu'il est capable, lui aussi, de ressembler à ces nouveaux pouvoirs de l'AES. Alors, Herman, en Côte d'Ivoire, on dit ingrat comme un crocodile de Yamoussoukro. Est-ce que, justement, Mahamat Idriss Déby Itno, en ayant épuisé tout ce que Macron peut lui donner, passe à autre chose, tout simplement?
Mais dans tous les cas, je veux dire que lorsque le président tchadien constate que autour de lui, plus ou moins, même dans le Sahel, hein, les forces qui sont là-bas, les forces militaires qui sont au pouvoir, les jeunes qui sont au pouvoir, sont en train aujourd'hui d'affirmer une certaine souveraineté, se détacher de cette mère protectrice qu'est la France. Et puis, la vraie crainte, c'est sûr, hein, le départ définitif des troupes françaises va créer un appel d'air. Et justement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de cela que craint la France. Parce que si la France n'est pas là, forcément, aujourd'hui, dans les autres pays, c'est plus ou moins la Russie qui essaie d'accompagner ou bien qui est appelée à la rescousse des jeunes qui sont déjà installés. Forcément, la Russie va peut-être renforcer sa coopération avec le Tchad. Et peut-être, pourquoi pas, peut-être c'est parce que Itno a entendu les bonnes choses qui sont faites entre les autres pays de l'AES avec la Russie. En tout cas, et c'est peut-être la capacité de livrer des armes adaptées au terrain, elle est très forte côté russe par rapport au côté français. Voilà, donc, et en plus, en France, il y a quand même un certain nombre de dispositions légales à prendre avant de fournir des armes. Et puis surtout, la France ne fabrique pas des armes nécessaires, en tout cas à bas prix et nécessaires au type de guerre qui sont menées en Afrique. En tout cas, il serait bien que on revienne au Sénégal. Les propos de Bassirou Diomaye Faye interviennent à la veille des commémorations des 80 ans du massacre de Thiaroye. Invité, Emmanuel Macron s'est finalement décommandé pour des raisons de calendrier, a-t-il dit, et a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Mais revenons un peu sur ce qu'était ce massacre de Thiaroye. À l'été 1944, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin. Les soldats coloniaux ont été de toutes les batailles, mais à l'heure de la victoire, il faut montrer que le peuple français s'est libéré par lui-même. Alors les régiments de tirailleurs sénégalais sont démobilisés et renvoyés en Afrique. Pour accélérer leur retour, les autorités promettent de payer leur solde une fois arrivés à Dakar. Ils arrivent au Sénégal et sont installés en tant qu'anciens combattants dans un camp militaire dans la banlieue de Dakar qui s'appelle Thiaroye. Et ils continuent la procédure pour se faire payer leurs émoluments. Et à force d'insister, un jour, le commandant du camp de Thiaroye leur donne rendez-vous sur la place des armes. 1er décembre 1944, ils sont réveillés au clairon. On leur demande de se rassembler sur l'esplanade. Et ils s'aperçoivent qu'aux alentours du camp, le camp est complètement encerclé par toute une série de régiments divers et variés. Et on tire sur des gens qui juste demandaient leur dû. Encore aujourd'hui, personne ne s'accorde sur le nombre exact de morts. Entre 35 et 70, selon les sources. Alors, Bassirou Diomaye Faye a indiqué qu'Emmanuel Macron lui avait envoyé une lettre reconnaissant pour la première fois l'existence d'un massacre, mais les historiens sénégalais estiment que c'est insuffisant, voire insultant. Est-ce que ce passé qui ne passe pas également explique ce type de choix de rupture, Fabrice? C'est en tout cas l'une des pages les plus sombres de l'histoire décoloniale, enfin de la pré-colonisation française au Sénégal. Et je crois que dans une optique de reconnaissance de la douleur que le massacre de Thiaroye a pu provoquer, la présence d'Emmanuel Macron aurait été significative, très symbolique et quand même significative pour les Sénégalais. La mémoire de toutes ces personnes qui ne faisaient que réclamer leur dû et de leur famille. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de comprendre cette décision du présent aussi avec l'optique, le rétroviseur du passé, et se dire que il y a des pays qui ont des cicatrices d'une histoire coloniale violente, d'une décolonisation en trompe-l'œil, et aujourd'hui d'une stratégie française également en trompe-l'œil qui, je le rappelle, a créé un commandement pour l'Afrique et placé sous le commandement, je pense, du général Yanni, et qui donc veut réduire des effectifs, mais garder quand même un renseignement important, puissant. C'est
quelque chose qui ne laisse pas les Africains dupes par rapport à la stratégie française. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une sincérité de la part de la France à ce sujet pour ne pas prendre aussi de haut ces pouvoirs qui n'aspirent qu'à la souveraineté. La question de la souveraineté est extrêmement importante parce que c'est simplement des principes régi même par le droit international. Et le Sénégal, aujourd'hui, est totalement en droit de réclamer le départ des militaires français, tout comme le Tchad. Alors, Herman, désormais, les pays qui vont garder chez eux des bases militaires françaises auront une position de plus en plus marquée, voire intenable. Je pense notamment à la Côte d'Ivoire, le pays où tu vis. Ben, je veux dire, bon, si on veut revenir sur le cas sénégalais, je veux dire, ce n'est pas seulement, je ne crois pas que ça, de façon historique, c'est vrai que Sonko avec Diomaye Faye, ils tiennent à la souveraineté du Sénégal, c'est des panafricanistes, ils l'ont dit pendant même l'opposition, mais il y a eu aussi ils peuvent reprocher à Macron de cette tue Macron qui était beaucoup plus proche de Macky Sall, qui s'était tué par rapport à certains grabuges de Macky Sall, à des violations des droits de l'homme de Macky Sall. Tout cela a pu renforcer leur rejet de la mer colonisatrice. Donc, moi, ce que je dis par rapport à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, à côté de Macky Sall, le président Ouattara est quand même l'un des moteurs de cette coopération nord-sud entre la France et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, la France n'a que finalement la Côte d'Ivoire et le Gabon, mais je veux dire en Afrique de l'Ouest, c'est carrément la Côte d'Ivoire. Macron, lorsque Diomaye Faye est venu, il a essayé de voir s'il pouvait voir avec Diomaye Faye pour essayer de voir les autres pays de l'AES pour pouvoir régler ces questions-là, pour essayer de maintenir, ramener même les pays de l'AES dans la CEDEAO. Et finalement, quand on regarde ces dernières décisions, ça veut dire que la tendance Sonko passe plus au sein de la tête sénégalaise. Aujourd'hui, il n'y a que Diomaye Faye était un peu plus souple que Sonko et que finalement les deux sont plus ou moins... Oui, parce qu'on a vu les premiers mots lorsque Sonko, Diomaye Faye a pris le pouvoir, on a vu plus ou moins qu'il essayait de trouver un certain équilibre. C'est vrai, il faut que les troupes françaises partent, mais ça doit se faire, la coopération doit se faire dans la douceur. Mais lorsqu'on voit avec ce durcissement, que moi j'ai appelé le durcissement, le 28 novembre dernier, avec cette décision de faire partie des troupes françaises, réclamer les troupes françaises de façon officielle, ça veut dire que la tendance Sonko, et on le savait plus ou moins que Sonko était un peu plus dur que Diomaye Faye, passe mieux. Ou alors c'était le jeu du bon flic et du méchant flic, hein, peut-être. C'est une manière de gagner du temps avant les législatives, parce qu'il faut noter que Jean-Marie Bockel a voulu aller à Dakar et on lui a dit, on attend les législatives, et après les législatives, on lui dit, mais finalement, en fait, quand on va négocier, c'est votre départ. C'est un peu le message qui est passé. Mais c'est une suite logique parce que idéologiquement, le PASTEF n'a jamais caché son envie de départ. Alors, tu le rappelais, la visite de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques mois, durant laquelle Ousmane Sonko le disait clairement. Il montrait bien que le PASTEF est sur une ligne totalement décoloniale qui ne transigera pas avec toute velléité néocoloniale. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas surpris. Bassirou Diomaye Faye est dans le rôle du président de la République qui doit montrer une certaine stature, qui doit se montrer diplomate, mais dans les faits, dans les décisions, on le voit bien qu'il applique des décisions qui vont dans le sens de l'idéologie du PASTEF et ce n'est que normal. Aujourd'hui, ils ont aussi ce voisinage, je ne dirais pas encombrant, mais d'une certaine façon influent de l'AES, du Burkina Faso, du Niger et du Mali, et des opinions publiques extrêmement fortes qui ne supportent plus qu'il y ait l'idée même d'avoir une présence ou une influence de l'ancienne puissance coloniale n'est plus supportée par ces populations. Donc, pour moi, ce n'est que la continuation logique d'une politique qui a été annoncée dès le départ. On savait que le PASTEF et que Bassirou Diomaye Faye avaient cette idée ancrée en eux, et c'est logique de les voir appliquer cela. Ouais, pour revenir à la Côte d'Ivoire, par exemple,
on dit tout le monde dit que fin décembre 2024, il y aura juste un effectif de 100 militaires français, que le 43e BIMA va plus ou moins plus exister, mais on constate en même temps un mouvement, un déploiement de ces mêmes troupes françaises à l'intérieur du pays pour des missions qu'on dit de protéger les frontières. Donc je veux dire que dans tous les cas, après ce départ, les troupes françaises sont plus ou moins persona non grata dans certains pays. Il ne reste que la Côte d'Ivoire à la France. Et je crois que là-dessus, aujourd'hui, c'est toujours la bonne amitié française entre la France et la Côte d'Ivoire. Donc, bon, je pense que les gens peuvent déjà... On a vu que les États-Unis aussi on peut obtenir une base militaire en Côte d'Ivoire. C'est pas les Français, même si dans les faits, les troupes françaises vont partir de 43 BIMA. Je crois, pour ma part, que ces troupes françaises seront redéployées ailleurs sur le territoire. Et juste, pardon, pour compléter, si on reprend les déclarations de Thierry Bucquart, le chef d'état-major des armées françaises, pendant son audition parlementaire en janvier, il précisait bien que ce redéploiement allait quand même s'accompagner du maintien d'une certaine présence informationnelle dans certains pays amis. Donc, en fait, il ne faut pas considérer ça comme la disparition totale des troupes françaises en Afrique. En témoignent aussi les regrets de François Lecointre il y a quelques temps, qui était un peu nostalgique. François Lecointre, un général français, avait choqué en disant que de toute façon, la France devait se préparer à retourner au Sahel, dans les pays de l'Alliance des États du Sahel. Et voilà qu'en dehors de l'AES, au Sénégal et au Tchad, on leur dit bye-bye. Rémi, est-ce que justement ce coup d'éclat qui a eu lieu à la fois à N'Djamena et à Dakar va changer quelque chose dans le rapport de force entre les pays de l'AES et la France? Est-ce que finalement revenir au Sahel, ça devient mission impossible pour l'armée française? Je pense que l'armée française avait oublié cette idée, du moins pour un certain temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ce que disait le général Lecointre, qui est quand même l'ancien chef d'état-major, donc c'est pas n'importe qui, c'était dans une perspective pas à court terme, c'était une perspective à moyen terme. Donc que les militaires français soient persuadés, qu'une partie des militaires français soient persuadés qu'ils devront revenir un jour ou l'autre au Sahel. Ça, je pense qu'effectivement, c'est le cas. Mais par contre, pour l'exécutif français, ils avaient bien compris qu'en l'état actuel de la situation, au vu du rapport de force, tout simplement, du fait que les régimes du Mali, du Burkina et du Niger sont aujourd'hui relativement bien installés, et qu'en plus, ils créent des émules un peu partout, tout cela fait que l'exécutif français a, je pense, mis de côté l'idée de revenir au Sahel. Par contre, effectivement, à mon sens, le Sénégal, il pouvait un peu s'en douter, parce que, comme ça a été dit auparavant, ça semblait être une évidence. C'était même un discours de campagne du PASTEF durant l'élection présidentielle. Donc ça semblait être le scénario le plus plausible. Par contre, pour le Tchad, c'est quand même un scénario qui était plus ou moins... qui n'était pas vraiment inattendu. Et là, très clairement, ça remet en cause le plan qui... Il faut rappeler que c'est lundi que le rapport de Jean-Marie Bockel, donc l'envoyé spécial de Macron, a été remis à l'Élysée. Alors, dans ce rapport, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a, on connaît les grandes lignes. Parce que le rapport, il est classifié. C'est pas ce qu'il y a pour l'instant. Il va bien finir par être rendu public, j'imagine. Ou en tout cas, ça se trouve, il va être jeté à la poubelle directement, puisque quelque part, ce rapport qui a été rendu lundi, il est d'ores et déjà caduc avec l'annonce des autorités tchadiennes et sénégalaises. On peut donc parler d'humiliation d'Emmanuel Macron et d'un aveuglement, d'une faiblesse même en matière de renseignement, parce que ne pas anticiper ce que nos partenaires peuvent avoir en tête et considérer que finalement ils vont avaliser les plans qu'on a préalablement construits un peu seuls pour eux, c'est se tromper d'époque. Je ne sais pas si le terme humiliation est le bon. Se tromper d'époque, ça c'est une évidence. Quand on discute avec des responsables politiques ou militaires français, on se rend compte que beaucoup vivent effectivement dans une autre époque, mais il faut reconnaître que certains ont quand même pris conscience.
certains ont pris conscience que c'était plus possible de fonctionner comme avant, qu'il fallait prendre en compte, alors pas vraiment les opinions publiques, ça c'est pas non plus la première priorité, mais c'est pas la priorité de Macron pour son propre pays, donc ça c'est pas, mais qu'il fallait prendre en compte en fait la nouvelle donne géopolitique en réalité, c'est-à-dire que on est dans l'ère du multi, de la multilatéralisation des relations politiques des différents États, et notamment des pays dits du Sud. Et ça, pour le coup, je pense qu'on a fini par le comprendre. Et d'ailleurs, c'était tout l'enjeu de la nouvelle architecture qui était en réflexion. L'enjeu était de dire, OK, on entend ces critiques, on va être moins discret, on va essayer d'être présent avec les États qui le souhaitent, parce qu'ils avaient bien compris que cette position-là, avec des bases énormes, avec un interventionnisme flagrant, n'était plus tenable. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient oublié, qu'ils avaient mis de côté l'idée d'intervenir quand leurs intérêts sont en jeu. Mais ça veut dire qu'ils voulaient être beaucoup plus discrets. Aujourd'hui, très clairement, les décisions qui ont été prises récemment montrent qu'ils devront l'être encore plus. Mais justement, en fait, c'est une sorte d'adaptation du logiciel de la conférence de Brazzaville qui ne marche pas, parce que à chaque étape, en fait, il y a eu une sorte de mise à jour du logiciel colonial et postcolonial français, et ça a roulé. Et là, en fait, cette mise à jour, en fait, ça fonctionne pas. Et je pense que c'est la première fois, Rémi. Il y a des débats aujourd'hui, mais moi je pense qu'on est dans une époque de rupture, très clairement. Après, il y a eu des cas. Il ne faut pas oublier que, par exemple, la France a déjà été poussée dehors à Madagascar. Elle avait une base et au début des années 70, avec l'arrivée au pouvoir des officiers marxistes, notamment dirigés par Ratsirach, elle a été mise dehors. Donc, ce n'est pas la première fois, en gros, que l'armée française est obligée de quitter le pays parce que des autorités le réclament. Et donc, ce n'était pas la première fois lorsqu'elle a dû quitter le Mali, le Burkina, puis le Niger. Mais par contre, ce qui est assez remarquable dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en fait, on va dire les demandes, les tentatives de rupture ou de modification, en tout cas, du rapport de force, viennent de plusieurs pays en même temps et en plus participent d'un phénomène mondial où l'on voit les pays dits du Sud vouloir s'émanciper de la tutelle non seulement politique mais même, on va dire, morale des pays du Nord. Et c'est là où, à mon sens, on est dans une véritable rupture. C'est qu'aujourd'hui, quand on rompt avec la France, on sait qu'on peut aller voir du côté des Russes, on peut aller voir du côté des Chinois, des Américains, on l'a vu au Tchad, des Hongrois. Donc les possibilités sont autrement plus importantes qu'il y a 40 ou 50 ans. Merci beaucoup Herman, Fabrice et Rémi, et merci à vous d'avoir regardé ce numéro de Décrypter l'Afrique, le panel. Rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité africaine.